Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. 107 sièges sur 176. Victoire du parti au pouvoir en Mauritanie, El INSAF, à l'issue du second tour des élections législatives. La formation s'assure d'une large majorité au Parlement. L'opposition conteste la régularité du scrutin. La Russie se dit prête à apporter son aide à la Somalie dans son combat contre le terrorisme. Le Kremlin pourrait livrer des équipements militaires à l'armée somalienne. Dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, l'Organisation des assurances africaines souhaite contribuer à renforcer la résilience agricole. Nous verrons les moyens que cette organisation compte mobiliser pour parvenir à relever le défi. Mohamed Ould Razouani dispose désormais d'une majorité de 107 sièges sur 176 à l'Assemblée nationale selon les résultats officiels de la commission électorale. À l'issue du second tour des élections législatives, le parti du président mauritanien renforce sa majorité à un an de l'élection présidentielle. Quant à l'opposition qui dénonce des irrégularités, elle ne disposait que de 24 sièges au premier tour et l'on compte 3 supplémentaires, dont 2 nouveaux pour le parti Tawassoul qui comptera 11 députés au Parlement. Séverin Douque. Le parti au pouvoir en Mauritanie, Al INSAF, s'en sort avec une majorité aux législatives 2023. Le parti rafle au total 107 sièges sur les 176 que compte le Parlement mauritanien, selon les résultats de la Commission électorale nationale indépendante au terme du second tour, tenu le 27 mai 2023. Lors du premier tour des élections, le parti avait gagné 80 sièges avant de prendre 27 autres au deuxième tour. 107 sièges au total, auxquels il faut ajouter les 42 sièges qu'ont remporté les partis de la majorité présidentielle. Le parti Al INSAF était le seul parti politique à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions à ces élections où 25 partis se sont présentés. Le parti INSAF, qui est le parti présidentiel, s'est retrouvé avec 107 députés. C'est une majorité largement confortable pour ce parti. C'est une première. Jamais depuis 1992, dans l'histoire politique du pays, un parti politique n'a eu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Il a eu cette majorité confortable grâce au deuxième tour. Pour l'opposition qui conteste ces résultats et dénonce la victoire écrasante du parti au pouvoir, les élections ont été entachées de fraude pour donner au président de la République encore plus de marge de manœuvre dans la gestion de ce pays d'Afrique du Nord à un an de la tenue de la présidentielle. Avant la tenue du deuxième tour, plus de 10 partis de la majorité présidentielle avaient également dénoncé les lacunes et les mauvaises performances de la Commission électorale nationale indépendante et avaient appelé à un nouveau vote à l'échelle nationale lors d'une conférence de presse tenue le 25 mai 2023. Il y a incontestablement certaines irrégularités qui ont émaillé ces élections, mais elles ne justifient pas tout. L'opposition parle de l'influence des ministres, des directeurs, des secrétaires généraux, des hauts cadres du pays, l'achat de conscience, etc., mais ce n'est pas suffisant. La vérité est que l'opposition traditionnelle n'a même pas eu un siège. À mon avis, c'est une sanction des électeurs qui ont vu que cette opposition les avait abandonnés depuis l'arrivée de l'actuel président Mohamed Ould Razouani au pouvoir. Et en plus de cela, il y a aussi la recherche du nouveau, c'est-à-dire que les vieux visages de l'opposition traditionnelle ne séduisent plus. Ces élections, qui visaient à élire 176 députés, 13 conseillers régionaux et 238 conseillers municipaux, donnent au parti au pouvoir un confort dans la course à la présidentielle prévue en 2024. Toutefois, les résultats seront soumis aux hautes instances judiciaires pour validation après examen des éventuels recours. Démantèlement d'une cellule terroriste à Tanger au Maroc, annonce faite ce lundi par le Bureau central d'investigation judiciaire. Cette cellule serait affiliée à l'État islamique et compterait 3 personnes âgées entre 31 et 40 ans qui auraient projeté des actes terroristes sur le territoire marocain. En ligne de mire des installations notamment sécuritaires, sans plus de précision de la part des autorités sécuritaires marocaines sur la nature des lieux visés, mais précise en revanche que, dans le cadre de l'enquête, les suspects ont été placés en garde à vue.
Alors que la menace terroriste ne faiblit pas en Somalie et que les attaques d'Al-Shabaab continuent de semer le chaos face à une armée qui ne parvient pas à reprendre le contrôle du territoire, la Russie, qui étend de plus en plus son influence en Afrique, se dit disposée à soutenir le gouvernement somalien et son armée à travers l'envoi d'équipements militaires. Marie-Raphaël Antolo. La Russie s'engage à fournir à l'armée somalienne du matériel militaire dans sa guerre contre les extrémistes qui restent sur le territoire somalien, notamment Al-Shabaab et Al-Qaïda. Cette offre a été annoncée le 26 mai 2023 par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à la suite d'entretiens menés avec son homologue somalien, Abshir Omar-Jama, à Moscou. Selon le ministre russe des Affaires étrangères, ces outils devraient permettre à la Somalie de neutraliser les groupes terroristes qui minent le pays. It's a great opportunity to be here today, visit in Moscow, sitting in front of you. C'est un privilège pour nous d'être à Moscou et de nous retrouver face à vous. Ceci est une indication claire de notre intérêt envers la Russie et surtout pour relancer nos longues et distantes relations. Nos rapports bilatéraux avec la Russie ont toujours été définis par une bonne volonté de coopération sur plusieurs fronts, notamment sur le contexte politique, social et économique. Cooperation on many fronts, including political, social and economic. La Somalie mène depuis plusieurs années une guerre contre le mouvement rebelle Al-Shabaab. Créé au début de 2004, ce mouvement armé est affilié idéologiquement à Al-Qaïda et a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts dans le pays d'Afrique de l'Est. L'armée somalienne, avec le concours des services de renseignement et des alliés internationaux et l'appui des milices tribales, poursuit cependant des opérations sécuritaires contre les rebelles Shabaab, grâce auxquelles elle a déjà repris le contrôle de plusieurs régions. Nous voulons une coopération qui permet de promouvoir un soutien accru au peuple somalien dans sa détermination à se débarrasser du terrorisme. Nous nous réjouissons et apprécions à cet effet votre soutien. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait promis en mai 2022 de lancer une guerre totale pour éliminer les rebelles Shabaab dont les actes terroristes à répétition freinent le développement de la nation à la suite de décennies de conflits. La Somalie trouve en la Russie un partenaire dans sa lutte contre le terrorisme au moment où le pays d'Afrique de l'Est est encore sous le coup d'un embargo sur les armes décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Le Sahel, mais aussi le Soudan et en dehors de l'Afrique, il y a aussi Haïti, sont placés en alerte maximale face au risque d'insécurité alimentaire. Ces 4 zones ont atteint un niveau plus que préoccupant. Ces zones nécessitent donc une attention urgente de la part de la communauté internationale, alerte l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui, dans son rapport, s'intéresse à 18 points chauds dans le monde, victimes de la faim. Le continent africain est particulièrement concerné. Au Sahel, à titre d'exemple, plus de 18 millions de personnes sont en insécurité alimentaire grave. La conférence de l'Organisation des assurances africaines a refermé ses portes ce lundi à Alger. Cette année, l'accent a été mis sur la question de l'assurance agricole dans un contexte marqué par une agriculture peu développée et faisant en plus face au changement climatique. L'assurance agricole est présentée comme pouvant offrir une solution prometteuse dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Séverin Douqueux. La lutte contre l'insuffisance alimentaire demeure l'un des défis du développement du continent africain. Les institutions panafricaines au développement et autres partenaires au développement, dont les bailleurs de fonds, mènent des réflexions pour trouver des solutions à cette situation qui plombe les efforts de développement du continent. La question a été au centre des discussions à la 49e conférence de l'Organisation des assurances africaines tenue du 28 au 29 mai 2023 à Alger, en Algérie. La question de la sécurité alimentaire, c'est une question qui intéresse tout le monde. Il y a les gouvernements, bien entendu, il y a le secteur privé, il y a de manière générale la société civile. Et nous pensons que, en tant qu'assureurs, nous avons un rôle à jouer. L'un des facteurs qui enfonce le clou de l'insuffisance alimentaire est le changement climatique, avec ses multiples manifestations dont la principale conséquence est l'avancée de la faim, avec environ 2,3 milliards de personnes affectées par l'insécurité alimentaire dans le monde, dont 57% d'Africains.
Pour le secrétaire général de l'Organisation des assurances africaines, il est question de renforcer l'assurance agricole en Afrique afin de couvrir les risques climatiques. La faim dans le monde n'a pas régressé. Il est de notre devoir, en tant qu'une industrie qui peut contribuer, comme les autres d'ailleurs, de réfléchir sur comment on pourrait envisager ensemble des solutions pour que ce fléau qui est la faim dans le monde et particulièrement en Afrique soit d'une manière ou d'une autre, discuté et faire des stratégies pour s'en sortir. L'agriculture en Afrique se pose comme une véritable base de développement économique devant l'exploitation des matières premières et les hydrocarbures, avec une part estimée entre 30 et 50% du produit intérieur brut, des données qui traduisent l'importance de l'assurance agricole. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, poursuit ses engagements en faveur du commerce intra-africain, et cela à travers une politique d'envergure visant notamment à développer la zone de libre-échange continentale africaine et son fonds d'ajustement destiné à soutenir le commerce intra-africain qui ne représente encore que 10% des échanges réalisés sur le continent. Les précisions de Séverin Douqueux. Pour le renforcement de la mise en œuvre effective de la ZLECAf, le marché commun africain, la Banque africaine d'import-export a mis à disposition un fonds d'$1 milliard dans le cadre du fonds d'ajustement dont le but est de soutenir les pays africains dans le processus d'adaptation au nouvel environnement commercial libéralisé et intégré établi dans le cadre de l'accord sur la ZLECAf en atténuant les effets négatifs potentiels des pertes de recettes tarifaires induites par la ZLECAf. L'Union africaine et la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, avaient promis de mettre à disposition $10 milliards à cet effet. Afreximbank a déjà mis à disposition un capital de base d'$1 milliard et certains pays ont déjà manifesté leur intérêt pour l'accès à ce fonds. Une enveloppe qui va permettre de poursuivre le processus de mise en œuvre effective de la ZLECAf qui fait face à quelques obstacles, notamment le problème de convertibilité des devises qui font perdre près de $5 milliards à certaines économies africaines, mais aussi l'arrimage des systèmes douaniers à la norme du marché commun et la ratification des textes par tous les 55 pays africains. En attendant au Mozambique, la ZLECAf compte 46 pays membres. Le principal défi à relever est d'amener de plus en plus de pays à adapter leur système douanier pour permettre aux échanges de se faire dans le cadre des préférences de la ZLECAf. Lancé en janvier 2021, avec pour objectif de stimuler le commerce intra-africain à hauteur de $35 milliards par an, la ZLECAf avait engagé en 2022 une phase test du marché commun africain avec 6 pays dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Guinée, le Niger et le Burkina Faso, à l'effet de simuler la faisabilité de ce gigantesque projet économique et avait obtenu des résultats concluants. L'institution envisage élargir à la fois le nombre de pays, mais aussi d'étendre au domaine du commerce et des services. La décision avait déplu à la FIFA et avait suscité plusieurs réactions. La Fédération camerounaise de football décide finalement de maintenir la durée du mandat de son président à 4 ans. Samuel Eto'o, à la tête de la FECAFOOT depuis fin 2021, plaidait pour un mandat de 7 ans. La Fédération internationale de football lui a demandé de faire marche arrière. Séverin Douqueux. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, revient sur une modification des statuts de l'institution qui avait permis le passage du mandat du président de la FECAFOOT de 4 ans à 7 ans lors de l'Assemblée générale du 27 août 2022. La disposition portant modification de la durée du mandat en cours d'exercice avait été vivement critiquée par de nombreux acteurs et observateurs du football camerounais. En Assemblée générale le 27 mai 2023 à Yaoundé, le président de la FECAFOOT a estimé qu'il était juste de revenir à 4 ans. Chers collègues, tout travail de refondation doit tenir compte de principes et de valeurs qu'il est bon de respecter. L'un de ces principes commande de ne pas changer la règle du jeu en cours du match. C'est pourquoi je vous prie de bien vouloir amener à 4 ans la durée de mandat. De notre Assemblée générale l'an dernier à Douala, je vous remercie encore. L'Assemblée générale de la FECAFOOT du 27 mai 2023 a donné l'occasion de revenir sur le cas du gardien de but, André Onana,
lequel avait été expulsé de la tanière pendant le mondial de football 2022 au Qatar pour insolence et insubordination. Le portier camerounais, évoluant à l'Inter de Milan, s'était exécuté en adressant une lettre dans laquelle il disait sa reconnaissance au Cameroun et son amour pour son pays, en maintenant sa disponibilité à défendre les couleurs de son pays si le besoin se présentait. Sur la question, le président de la FECAFOOT décline sa compétence dans le rappel du joueur au sein de l'équipe en indiquant que cela relève de l'appréciation du manager sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song-Bahana. Au bout du compte, le retour d'André Onana au sein de l'équipe nationale dépend exclusivement du manager sélectionneur. C'est lui et lui seul qui décide de la sélection des joueurs, comme le préconise le décret du chef de l'État, qui réorganise le fonctionnement de l'équipe nationale du Cameroun. À la tête de la FECAFOOT depuis le 11 décembre 2021, Samuel Eto'o s'est fixé pour défi de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Parmi ses réalisations à ce jour, on note l'homologation des salaires pour les joueurs de première et deuxième division, mais aussi une politique d'attraction du public dans les stades. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis.